Bonjour, alors bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur comment prévenir les risques environnementaux liés à la consommation d'eau. Alors aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur la santé des individus, mais sur la santé de l'environnement. En fait, c'est un autre enjeu, donc on va changer d'échelle. Au lieu de prendre l'échelle de l'individu, on va prendre l'échelle de l'environnement. Donc, c'est un cours destiné aux premières bac pro et aux deuxième année de CAP. Donc, ça correspond sur l'ancien référentiel de PSE au module 6.1. Donc, nous allons commencer. Alors, quand on va parler des enjeux environnementaux liés à la consommation de l'eau, il va falloir qu'on distingue deux façons de voir la façon, enfin le focus quantité et le focus qualité. Alors, au niveau de la quantité, quelles sont les ressources en eau disponibles? Donc, on va voir trois échelles au niveau local, national et mondial. Donc, au niveau local, en Guadeloupe, on s'aperçoit quand on regarde notre environnement que la répartition elle est inégale entre la Basse-Terre et toutes les autres îles, donc la Grande Terre, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes et Saint-Martin. Donc l'essentiel de l'eau en Guadeloupe, elle est captée en surface, donc dans les eaux de pluie qui vont se retrouver dans les rivières. Donc on va faire du captage d'eau de surface de rivières et ensuite elle est traitée et acheminée au niveau des îles sœurs. Par des canalisations. Donc il y a une canalisation par exemple qui part jusqu'à Marie-Galante. Euh, il y a une petite exception à ça, à Saint-Martin. C'est une île, vous comprenez, vu la géographie, que c'est impossible de faire des canaux qui envoient de l'eau là-bas. Donc, c'est une île qui est assez autonome grâce au dessalement de l'eau de mer. Donc, l'eau, elle peut être aussi puisée dans des nappes phréatiques, mais ça constitue un appoint. Par exemple, à Marie-Galante et en Grande Terre, il y a quelques nappes phréatiques où on va puiser de l'eau donc de façon souterraine pour pouvoir la traiter et ensuite la distribuer au niveau du réseau d'eau potable. Alors maintenant, au niveau national, comment est-ce que l'eau elle est répartie au niveau donc de la France métropolitaine? Donc des nappes phréatiques elles sont réparties un peu partout en France et en général ça couvre les besoins en eau de la France. Donc cependant la répartition elle va être inégale en fonction des régions. Certaines régions vont avoir de plus importantes nappes phréatiques, certaines régions vont être aussi avoir des nappes phréatiques plus polluées et aussi il peut y avoir des variations en fonction de la saison, notamment dans le sud, pendant les périodes de sécheresse en été, le niveau des nappes phréatiques va diminuer et donc il va y avoir une disparité, une différence de la répartition de l'eau. Ensuite, on va voir au niveau mondial. Au niveau mondial, vous savez très bien qu'il y a des pays qui sont extrêmement secs et donc la répartition, elle est très inégale entre les pays. Certains pays n'ont pas assez d'eau, certains pays ont trop d'eau. Les pays qui ne vont pas avoir assez d'eau disponible, ça va être les pays désertiques et les pays qui vont avoir trop d'eau, enfin qui vont avoir un stock d'eau disponible très important. Ça va être les pays, par exemple, comme le Canada, comme la Russie, avec d'énormes ressources en eau. Donc, ces ressources en eau peuvent avoir un enjeu géopolitique très important. Par exemple, des fleuves qui vont traverser plusieurs pays. Si le fleuve est très utilisé, très exploité dans le pays qui est en amont, vous comprenez très rapidement que le pays qui va se retrouver en aval, donc le deuxième pays qui va recevoir le fleuve, si ils reçoivent moins d'eau et une eau de moins bonne qualité que le premier, il va y avoir des enjeux géopolitiques et il peut y avoir des conflits par rapport à cette ressource en eau. Donc aujourd'hui, au niveau de l'utilisation des ressources, on s'aperçoit que la consommation en eau, elle ne cesse d'augmenter. À cause de quoi? À cause de l'augmentation de la population, à cause de l'augmentation de l'activité agricole, de l'activité industrielle
Et les activités humaines peuvent entraîner donc la pollution aussi des ressources en eau. Donc, une fois qu'on a vu le côté quantitatif, on va regarder maintenant au niveau de la qualité, parce que avoir de l'eau c'est bien, mais on peut pas utiliser n'importe quelle eau. Donc l'eau qui va être importante et nécessaire pour nous, ça va être de l'eau qui est consommable pour l'alimentation et pour les cultures. Donc, on va définir la notion d'eau potable. L'eau potable, c'est quoi? C'est une eau qui peut être consommée dans l'alimentation sans entraîner de conséquences sur la santé, de dommages sur la santé, qu'ils soient à court terme ou à long terme. Donc, il va y avoir des intoxications possibles, des intoxications alimentaires causées par des bactéries ou des micro-organismes en général, des intoxications alimentaires causées par des produits chimiques ou par des pollutions physiques. Donc, un petit rappel donc au niveau des ressources en eau. Euh, les ressources en eau douce disponibles au niveau de la planète, ça correspond seulement à 0,5% de toute l'eau sur Terre. Quand on prend toute l'eau disponible toute l'eau sur la planète, si on retire l'eau de mer qui est salée et donc qui n'est pas consommable, si on retire l'eau qui est gelée dans les pôles au niveau des calottes glaciaires, au niveau des glaciers, qui n'est pas disponible, il nous reste que 0,5% d'eau disponible, que ce soit de l'eau de surface dans les rivières ou que ce soit dans les nappes phréatiques. Donc, cette eau-là disponible, elle va, attendez, hop, je remonte, voilà. Cette eau-là disponible, elle va pas être disponible immédiatement, il va falloir la traiter pour la rendre potable, pour la potabiliser. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo sur le réseau de potabilisation et de traitement des eaux usées pour voir un petit peu plus ça en détail. Donc 0,5% d'eau disponible sur Terre. On peut cependant trouver des techniques pour les rendre disponibles, comme faire fondre l'eau glacée ou dessaler l'eau de mer, mais ça c'est plutôt marginal. Ensuite, l'eau disponible, donc ce que je disais, elle n'est pas potable, à l'exception des eaux de source qu'on va pouvoir mettre directement en bouteille pour être consommée. Et donc, on doit potabiliser et stabiliser par des moyens physiques, chimiques, pour répondre aux critères de potabilité. Donc, quand on va récupérer de l'eau, il va falloir donc la rendre potable. Donc, il y a tout un tas de techniques pour la rendre potable. Et après, pour déterminer si elle est potable, on va faire des analyses. Chaque commune en France doit faire des analyses d'eau pour prouver que son eau est bien potable avec 200 critères d'analyse de routine faits pour prouver vraiment que l'eau elle est saine pour la santé. Donc il y a quatre grandes familles de critères. Les critères biologiques, donc tout ce qui est lié aux micro-organismes. Est-ce que dans mon eau je vais retrouver des virus, des bactéries? La plus grande source de contamination vont être les bactéries fécales, donc toutes les pollutions liées aux micro-organismes causées par les exploitations agricoles. Par exemple, on peut retrouver dans l'eau des bactéries fécales qui vont contaminer ces eaux potables. Ensuite, il y a des critères physiques, donc présence de corps étrangers, de poussière, de sable, etc. La température, tout ça, c'est des critères physiques quand on va analyser les eaux. Ensuite, il y a des critères chimiques, donc la présence de substances chimiques. En Guadeloupe, on connaît le chlordécone. Chaque eau du réseau va être analysée pour prouver son innocuité, donc pour prouver qu'elle ne va pas entraîner de dommages sur la santé à cause de produits chimiques. Donc, on retrouve tout un tas de produits chimiques, les phosphates, les chlordécones, les nitrates et les pesticides en général. Le dernier critère, ce sont les critères organoleptiques, vu que c'est une eau destinée à la consommation humaine. Donc, les critères organoleptiques, ce mot organoleptique, ça vient de organes, donc c'est nos organes de perception des sens sensoriels. Donc, on va prendre l'eau potable et on va regarder sa couleur, son odeur,
son goût et voir si elle a des critères satisfaisants. Donc, après avoir été utilisée par les usagers, donc c'est par les usagers et les industriels, donc l'eau, elle est nettoyée en station d'épuration et ensuite elle est rejetée dans la nature. Et cette étape aussi est très importante pour ne pas rejeter dans la nature de l'eau qui est polluée et donc polluer notre environnement. Donc, quelles sont les mesures collectives et individuelles pour préserver les ressources en eau, qu'elles soient des ressources qualitatives, donc la pollution de l'eau, ou quantitatives, la quantité d'eau? Alors, les mesures collectives. Donc, en France, on va mettre en place un plan de réduction des pesticides en agriculture. Donc, c'est le plan Éco-Phyto. Donc, un plan de mesures qui vont permettre de contrôler les industries, les agricultures, de contrôler leur pollution des eaux rejetées. Donc, avec tout un tas de lois, donc comme les lois du Code de la santé publique, pour réglementer les pratiques, donc industrie, agriculture, collectivité. Donc la loi sur l'eau, donc c'est la LEMA, donc la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, donc destinée à améliorer l'état et l'accès des ressources en eau en France. Ensuite, il y a des décrets préfectoraux en cas de pénurie d'eau. On voit en Guadeloupe, pour permettre que en Guadeloupe, chaque Guadeloupéen ait de l'eau à son robinet. Quand on est en période de pénurie, de sécheresse, en basse terre, on fait des tours d'eau pour que chaque citoyen puisse avoir au moins un peu d'eau à un moment de la journée, au lieu que quand on ouvre le robinet, il y ait juste un filet d'eau qui coule. Donc en Guadeloupe, en grande terre, on va faire des tours d'eau pour que chaque citoyen puisse avoir de l'eau disponible, même si c'est pas toute la journée, au moins régulièrement avoir de l'eau en quantité suffisante. Ensuite, si on a fait des lois sur l'eau, il faut un système de répression. Donc, il y a une police de l'eau qui est mise en place. Donc, des personnes qui vont être, dont leur rôle va être de contrôler les les rejets au niveau agriculture, industrie et collectivité. Et il y a des veilles de l'état des ressources en eau, par exemple la DSDS, donc la Direction de la santé et du développement social, effectue des prélèvements réguliers pour analyser les eaux et ensuite informer la population. Donc ça, c'est des mesures collectives. Maintenant, il y a des mesures individuelles. Qu'est-ce que moi, au niveau individuel, qu'est-ce que moi, chez moi, je vais pouvoir faire pour préserver les ressources en eau? Chez moi, je vais pouvoir, au lieu d'utiliser l'eau du réseau, l'eau qui va être puisée dans l'environnement, traitée et purifiée et être rejetée dans l'environnement, au lieu d'utiliser toute cette eau là, je vais pouvoir récupérer de l'eau de pluie. Donc l'eau de pluie que je vais récupérer, bien sûr, je vais pas pouvoir l'utiliser pour la consommation humaine sans traitement. Donc soit je vais la retraiter moi-même, ou sinon cette eau de pluie, je vais pouvoir quand même l'utiliser pour les toilettes, pour l'utilisation dans les toilettes, pour nettoyer la voiture, pour arroser mes plantes. Donc l'eau de pluie, je vais pouvoir l'utiliser pour tout un tas de choses qui aujourd'hui n'ont pas besoin d'utiliser de l'eau potable. J'ai pas besoin d'utiliser de l'eau potable, par exemple, pour arroser mes plantes. Donc, réduire sa consommation ponctuelle. Donc, dans mes utilisations d'eau au quotidien, je vais avoir tout un tas de mesures pour réduire ma consommation. Plutôt privilégier de prendre une douche au lieu d'un bain. Plutôt acheter des équipements qui vont être économes en eau, comme des machines à laver économes en eau, des lave-linges, des lave-vaisselle avec une consommation qui sont en eau. Les toilettes, je vais pouvoir utiliser des toilettes à double chasse, donc les toilettes où il y a deux boutons sur la cuve et qui vont permettre d'utiliser la moitié de la cuve quand on fait la petite commission et l'entièreté de la cuve quand on va faire la grosse commission. Ensuite,
Utiliser des économiseurs d'eau sur les robinets. On peut utiliser des mousseurs qui sont plus économes en eau. Et on peut avoir tout un tas d'actions quotidiennes pour préserver, pour réduire ma consommation ponctuelle en eau. Ensuite, couper l'eau quand il le faut. Donc ça, c'est encore des mesures individuelles. Donc pas besoin de laisser le robinet ouvert quand je me brosse les dents, quand je me rase, quand je fais la vaisselle. Tout ça, ça va permettre d'économiser l'eau et réparer les fuites. Dès que possible, je vais essayer de réparer s'il y a des fuites d'eau. Ça va me permettre d'économiser les ressources en eau et de payer moins cher aussi de factures d'eau. Donc ça, c'est au niveau plutôt quantitatif. Au niveau qualitatif, on peut rajouter, éviter de polluer l'environnement et donc les ressources en eau. Si je laisse par exemple une batterie de voiture ou mes piles dans mon jardin, si je les jette dans la nature, ça va polluer les ressources en eau. Tout le tri des déchets, ça va être aussi important pour préserver les ressources en eau au niveau qualitatif. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous faire une autre vidéo sur le traitement de l'eau, donc que ce soit la potabilisation ou le traitement des eaux usées, une petite vidéo en complément. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bonne révision et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir si je sors d'autres vidéos concernant le programme de PSE. Bonne fin de journée et bonne révision à tous. Au revoir.